L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach, merci de m'avoir invité ce matin. Vous n'êtes pas infaillible. Je ne suis pas Infaillible. Ça c'est sûr, oui. Et vous arrive de vous tromper. Oh, bien sûr. Et je crains que ça ne continue. Ah bon? Et peut-être même que c'est un point commun, Jean-Pierre Elkabbach, entre vous et moi. Ben voilà. C'est même la nature humaine. C'est-à-dire que ça mène le plus haut. Vous disiez avec le 49.3, il n'y a plus ni majorité ni gouvernement. Or ce soir, la censure sera rejetée. La loi Macron adoptée avant son passage au Sénat en avril, eh bien c'est vous, UMP et UDI, qui n'aurez pas de majorité de rechange et le gouvernement Valls va continuer. Eh bien, je vois que Jean-Pierre Elkabbach n'a pas changé. Vous êtes très en forme pour continuer. Mais je n'ai pas compris le sens de votre question. Vous avez affirmé quelque chose, qui est votre droit le plus absolu, mais est-ce que vous m'avez posé une question? À ma connaissance, non. Donc, le gouvernement Valls, ce soir, il continue. Et il dit, et avec le président de la République Emmanuel Macron, qu'il va continuer à réformer. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'ils peuvent? Non, je ne le crois pas. Et je vais essayer de m'en expliquer. D'abord, je n'ai jamais utilisé le 49.3 pendant les 5 années où j'étais président de la République. Il ne s'agit pas de parler de moi ou du passé, il s'agit d'expliquer pourquoi. Je ne l'ai jamais fait pendant 5 ans. D'abord parce que j'avais dit que je ne le ferais pas, et que le mensonge, dans la vie politique comme dans la vie tout court, ne crée pas les conditions de la confiance. Le 49.3, c'est une mesure disciplinaire pour contraindre une majorité qu'on est en train de perdre de voter un texte qu'elle ne veut pas voter. Elle est dans la Constitution, le 49.3. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Parce que lorsqu'on utilise le 49.3, ça veut dire qu'on n'a pas la force de convaincre sa majorité. Si on n'arrive pas à convaincre sa majorité, on ne peut pas convaincre les Français. Vous me dites que le 49.3 est dans la Constitution. C'est vrai, monsieur Elkabbach. Mais la Constitution, vous rappelez qu'elle date de 1958. D'après vous, l'évolution des mœurs, des pratiques, de la psychologie collective, n'a pas changé depuis 1958 ? D'ailleurs, M. Hollande déclarait à propos du 49.3, il y a quelques années, permettez-moi juste cette phrase, le 49.3, c'est une violation des droits du Parlement. Le 49.3, disait M. Hollande, c'est une brutalité. Le 49.3, poursuivait M. Hollande, c'est un déni de démocratie, une manière d'empêcher la mobilisation. On ne peut pas mieux dire. Les temps changent. Alors, non, les temps changent. Non, monsieur Elkabbach, c'est pas ça. Le 49.3 d'aujourd'hui, c'est la conséquence des mensonges répétés de François Hollande. Quand on ment toujours et tout le temps, quand on ment à ses amis, quand on ment à sa majorité, quand on ment aux Français, et à un moment donné, on paye l'addition. Pourquoi voulez-vous? Qu'est-ce qui explique la révolte d'une partie de la majorité? Je ne partage pas leur point de vue. Quand on leur a expliqué pendant toute une campagne qu'on ferait une politique de gauche, qu'il n'y avait pas de crise dans le pays, que la crise c'était uniquement due à un certain Nicolas Sarkozy, et qu'on fait exactement le contraire, à ce moment-là on crée les conditions de quoi? De la révolte. Pour calmer la révolte, ils prennent le 49.3. Une révolte limitée, ils rentrent ce soir dans le rang. Monsieur Elkabbach, permettez-moi de vous dire, si on utilise l'arme nucléaire du 49.3 pour la toute petite loi Macron, comment va-t-il faire passer les grands projets de réforme qu'il nous annonce? Donc vous estimez qu'ils ne pourront plus réformer? Il n'y a pas que moi. La totalité des observateurs sont unanimes sur ce point. Ce 49.3 est une preuve de la faiblesse du président de la République, à l'endroit de sa majorité d'abord, et à l'endroit des Français ensuite. Dans ces conditions, comment éviter de perdre 2 ans? Vous avez une idée? Il y a un rythme démocratique. Donc les on Français attend la fin du quinquennat. Mais que voulez-vous d'autre? Je ne sais pas, c'est vous qui avez des idées. Moi, je crois dans les valeurs de la République. Il y a un calendrier. Et je ne peux souhaiter qu'une seule chose pour mon pays, c'est que ce calendrier soit respecté. La démocratie, nous exprimons nos désaccords ou nos accords selon les textes qu'on nous présente. Les Français décident. Il va y avoir dans quelques semaines les élections au Conseil départemental. On y reviendra. Les élections départementales, ces élections très importantes. Puis il y aura les élections régionales. Les Français auront l'occasion de manifester leurs sentiments profonds. C'est-à-dire que la France va perdre 2 ans, dans votre raisonnement? Non, dans mon raisonnement, la France, malheureusement, va perdre 5 années. Car un quinquennat, c'est 5 ans. Ouais. L'UMP, est-ce qu'elle peut se contenter de critiquer sans jamais rien proposer? À quand le projet UMP? Je sais que vous êtes là depuis 2 mois et demi, que je demande que vous alliez vite, peu importe. Mais à quand au moins des pistes sur des idées neuves? C'est tout à fait normal qu'il y ait une impatience. L'UMP, pendant 2 ans et demi, a donné le spectacle de la division,
d'une division qui, à mon sens, était déplacée au regard des difficultés de la France. Quand on se divise, quand on se critiquait entre nous, vous avez parfaitement raison, on n'est pas audible pour proposer une alternative. Ça, c'est fini pour vous, d'après vous. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai essayé de ramener l'unité dans la famille et de remettre la famille au travail. Alors, quel est le calendrier ? C'est assez simple. Le 18 mars, nous organiserons une convention sur le logement avec des mesures très importantes pour relancer le logement dans notre pays. Savez-vous quand même que c'est la première fois depuis 17 ans qu'on construit si peu de logements dans notre pays ? Les conséquences de la loi Duflot, censée protéger les locataires, ont pénalisé les propriétaires et les locataires. Jamais depuis 17 ans, on a si peu construit dans notre pays. Donc la priorité, le logement. Quand on connaît l'importance du bâtiment, quand on connaît l'importance pour chaque Français d'avoir l'espérance d'avoir un logement ou de devenir propriétaire de son logement. Puis nous ferons un texte dont j'ai confié la responsabilité au jeune maire de Tourcoing, Germaine Darmanin, et à Henri Guénaud, sur la question absolument centrale des efforts que doit faire l'islam pour être compatible avec les valeurs de la République. C'est un problème douloureux, important pour les années qui viennent, pour le pays ? C'est un problème considérable. Pourquoi ? Parce que les tensions sont si fortes dans notre pays en ce moment que nous ne pouvons pas nous permettre un mot qui puisse dépasser la pensée de chacun, provoquer des fractures et des violences dans notre pays. Mais la laïcité s'est construite dans la douleur dans notre pays. Et il y a un certain nombre de pratiques sociétales que nous ne voulons pas. Par exemple, Par exemple, nous considérons que les valeurs de la République, c'est l'égalité de l'homme et de la femme. Nous ne voulons pas de femmes voilées, pas pour des raisons religieuses, pas pour des raisons d'interprétation de l'islam, tout simplement parce que dans la République, la femme et l'homme sont à égalité. Par exemple, autre exemple, nous ne souhaitons pas de prière dans la rue. Ce n'est pas une question d'interprétation du Coran. C'est tout simplement toutes les religions donc de vous France. attendez que les musulmans eux-mêmes, les Français musulmans, prennent en main leur avenir, leur sort et leur rôle dans la République. J'en parlerai avec les responsables du CFCM pour qui j'ai respect, considération, qui doivent même se pour un réorganiser. certain nombre d'entre eux, de l'amitié. Je leur dirais qu'au début du XXe siècle, nous sommes passés de la catholicité à la laïcité avec beaucoup d'efforts de la part des chrétiens. Qu'au début du XIXe, Napoléon a organisé la pratique de la religion juive, qui a demandé beaucoup d'efforts. Je ne parlerai même pas des protestants. On connaît l'histoire des guerres de religion dans notre pays. Eh bien, ce travail-là doit être fait dans le respect et avec le souci de la République et de la laïcité dans un dialogue apaisé avec les représentants du culte musulman. Est-ce qu'on a le temps d'être apaisé ? Il y a une tension, le djihadisme conquérant et cruel à l'extérieur, ses ramifications sur le territoire national. Les gens sont défendus et protégés par les policiers et les militaires. Est-ce que dans ce domaine, il n'y a pas, de votre part, à rechercher des signes d'unité nationale, à le jouer ? Et peut-être, est-ce que vous seriez prêt à en discuter avec le président de la République si vous le demandez ? Jouer l'unité nationale, ça n'a pas de sens. On fait l'unité nationale, on ne la fait pas. Alors faites-la. Alors un exemple. Est-ce que vous pourriez la faire sur ce plan ? Parce qu'il y a le terrorisme, la laïcité dont vous parlez. Merci de votre injonction. Non, mais la suggestion. L'unité nationale, quand on voit ce qui s'est passé, qu'on bafoue des tombes, ce qu'il y a de plus sacré, la mémoire d'une personne sous terre, des tombes chrétiennes, des tombes juives, la seule réaction possible, c'est l'unité nationale de toutes les forces républicaines face à cette ignominie. Donc de votre côté, vous y êtes prêt ? Enfin, ça va de soi. Alors, pardon, il serait tout à fait déplacé de ne pas l'être. En revanche, l'unité nationale, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout. Quand M. Valls a parlé au propos de la République française d'apartheid, ce n'est pas rompre l'unité nationale que d'indiquer que je n'étais pas d'accord. L'apartheid est un régime de racisme d'État. Je ne peux pas accepter qu'on traite la République française de racisme d'État. Par ailleurs, les forces de l'ordre font un travail remarquable, mais j'attends du président de la République de connaître exactement les mesures qu'il va prendre pour protéger les Français. On a vu ce qui s'est passé au Danemark. On voit, il y a 10 500 soldats. Enfin, pardon, j'ai été très frappé d'une chose. Quand il est arrivé ce drame au Danemark, j'ai vu l'omniprésence de la ministre de la Justice danoise. Parce que c'est normal qu'elle soit omniprésente. Elle porte la réponse pénale, la réponse judiciaire. D'accord, mais là, est-ce que vous avez remarqué, Monsieur El Kabbach, le silence assourdissant de Madame Taubira ?
est-elle toujours ministre de la Justice? Oui, mais vous A-t-elle avez eu le décidé ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le Président de la République, c'est-à-dire ceux qui comptent et ceux que vous savez. Mais pourquoi ici et maintenant, cette vague raciste et xénophobe en France? Pourquoi? Puis-je vous dire une chose? La réponse pénale, la fin du désarmement pénal qu'organise Mme Taubira, c'est quand même quelque chose d'important. Est-ce que la garde des Sceaux est d'accord, oui ou non, pour qu'on crée des lieux de déradicalisation pour les djihadistes qui sortent de prison? Eh bien, ça se décide. Ah bon, pardon. Ça se décide en ce moment. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, des lieux de déradicalisation, de la même manière qu'il y a de la radicalisation dans toute la société française. Vous avez des informations que je n'ai pas. Il suffit Par de lire le journal. exemple, la consultation d'un site internet djihadiste. Nous voulons que cela devienne un délit. Par exemple, le retrait de la nationalité pour les binationaux est en partie pour faire le djihad. Ça doit être automatique. Si le gouvernement nous dit que c'est cela qu'il proposera, eh bien nous voterons. Mais c'est cela l'unité nationale. Se mettre d'accord sur des mesures pour protéger les Français. Parce que si jamais il y avait un drame qui arrivait dans notre pays à nouveau, et malheureusement, qui peut dire que ça n'arrivera pas, les Français se retourneraient vers tous les responsables et leur diraient: qu'avez-vous fait? Comment nous protégez-vous? Quelles sont les décisions que vous avez prises? Ce matin, vous dites que vous y êtes prêts. Quand on s'adresse aux Français de confession juive et qu'on leur demande: allez-vous partir, alors qu'ils sont chez eux, est-ce que vous n'êtes pas choqués, vous? Mais naturellement, il n'est pas question qu'ils s'en aillent. Mais on devrait s'inquiéter d'autre chose. Ce n'est pas simplement les jeunes juifs qui s'en vont, si vous me le permettez. C'est tant de milliers de jeunes Français qui s'en vont pour des mauvaises raisons. Mais les jeunes juifs sont des Français aussi. Ah bon? Vous croyez? Vous voulez me le dire à moi? Non, mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est une évidence. La République française, sans les Juifs de France, ne serait plus la République française. Et ça fait trop longtemps, me semble-t-il, qu'on tolère un certain nombre de choses, notamment des manifestations sur le pavé de Paris, où des insultes sont proférées à l'endroit des Juifs, ce qui est parfaitement intolérable. Est-ce que, dans cette atmosphère, vous irez au dîner du CRIF dans quelques jours? Cela va de soi. J'allais au dîner du CRIF tant que j'étais président de la République et avant. Maintenant que je suis revenu dans la vie politique, c'est le moment de manifester aux Juifs de France ma solidarité la plus totale. Vous avez dit les 2 ou 3 grandes pistes que vous imaginez pour l'UMP dans les semaines qui viennent. Quelle est votre stratégie? Est-ce que c'est ramener encore le pays à 2010 ou une projection vers 2025, 2030, je ne sais pas? Non, la question n'est pas de savoir quelle est ma stratégie. Le problème n'est pas un problème personnel. Y a-t-il une politique alternative au drame que nous vivons aujourd'hui? La réponse est clairement oui. Montrez-le. Merci. Si vous me permettez. Merci. C'est donc une question que vous me posez. Je vais essayer d'y répondre. Savez-vous, Jean-Pierre Elkabbach, quel est le seul pays d'Europe qui a vu entre 2012 et 2014 son déficit augmenter? Vous voulez que je vous donne la réponse? La Croatie. Savez-vous quel est le seul pays d'Europe qui a réduit le temps de travail? La France. La France. Savez-vous quel est le seul pays d'Europe qui a conduit 40 milliards d'impôts nouveaux? En ce moment, ceux qui nous écoutent sont en train de payer leur premier tiers. Cette folie, 40 milliards d'impôts nouveaux. On a asphyxié la consommation. Nous sommes dans le top 2 des prélèvements obligatoires en Europe. Quelle est la stratégie alternative? La stratégie alternative, elle est incontournable. Les dépenses publiques dans notre pays pèsent pour 57% de la richesse nationale. Il faut réduire les dépenses publiques. De quelle manière et où? Alors, un exemple. 45% du budget de l'État, c'est le budget de personnel. La première décision de M. Hollande a été de dire « j'embauche 60 000 personnes dans l'éducation nationale de plus ». Il faut revenir au 1 sur 2 et l'imposer, je dis bien l'imposer aux collectivités territoriales. Car lorsque j'étais président, on a réduit de 150 000 le nombre de fonctionnaires, mais il est vrai, il faut reconnaître que dans le même temps, les collectivités territoriales ont créé. Je vous pose la question, Nicolas Sarkozy. Il faut donc imposer aux collectivités territoriales le même effort de réduction de la dépense publique. Est-ce que l'avenir, c'est de nous ramener à 2010 ou de nous penser pour 2020 ou 2025? Non, mais bien sûr, l'avenir, c'est l'avenir. Et le passé, c'est le passé, monsieur Elkabbach. On met le passé. Pour vous, comme pour vous. Comme pour moi. Très bien. Je n'ai pas de situation différente. Je voulais vous poser quelques questions. Ça veut dire donc autre chose. Nous devons réfléchir à la situation où nous sommes en Europe. Nous ne pouvons pas expliquer aux Français que l'Europe, c'est la liberté de circulation des personnes et la liberté de circulation des biens. Et en même temps frapper les Français d'impôts que ne payent pas les autres. Il faut donc créer, avec nos partenaires allemands, les conditions d'une vaste zone à fiscalité cohérente
pour que nous ne soyons pas en situation de désavantage fiscal, budgétaire, social, non pas par rapport à la Chine et l'Inde, naturellement, mais par rapport à nos voisins européens. L'Allemagne est notre premier client, nous sommes notre premier fournisseur. Si on impose davantage nos entreprises et nos personnes, comment voulez-vous qu'on puisse créer des emplois? Justement, est-ce que vous êtes satisfait de voir que le tandem Angela Merkel et François Hollande marche bien, franco-allemand marche bien? La question n'est pas de savoir si je suis satisfait. Monsieur Hollande avait dit, vous verrez, j'arrive et le chômage va reculer. Il l'avait promis pour la fin de 2013. Ça a explosé. Puis il l'avait promis pour la fin de 2014. Ça continue à exploser. Et je peux dire quelque chose, malheureusement, aux auditeurs d'Europe numéro 1 ce matin. C'est qu'à la fin de 2015, on aura beaucoup plus de chômeurs qu'au début de 2015. Pourquoi ? Parce que nous mettons en œuvre une politique économique, fiscale et budgétaire qui est le contraire de ce que font tous les autres en Europe. Vous ne leur accordez aucune grâce. Rien ne trouve grâce à vos yeux. Non, monsieur le Cabal, pardon de dire ça. L'unité nationale, ça ne veut pas dire que je réponde à l'invitation très aimable d'Europe numéro 1 et que béatement je dise tout est bien. Vous vous rendez compte ? On ne vous demande pas de dire que tout est bien. Vous vous rendez compte ? Parce que vous avez été aux commandes, aux responsabilités. Vous savez ce que c'est que les crises. Vous avez évité la faillite de l'Europe à un moment donné, etc. Il y a maintenant la guerre contre le terrorisme, etc. On sait. À propos de la Grèce, par exemple. Mais est-ce que ce que je dis sur le chômage, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Nous connaissons aujourd'hui un nombre de chômeurs que nous n'avons jamais connu dans notre histoire. Si on continue avec la même politique, comment voulez-vous que ça s'arrange ? Si on continue à augmenter les impôts, si on continue à pénaliser nos entreprises, il faut de toute urgence revoir la question du Code du travail. Bon, est-ce que, très rapidement, j'aurais pu vous poser une question sur la Grèce ? C'est important ce qui est en train de se passer. On est indulgent avec eux ou alors on les ramène aux réalités ? Non, mais qu'il me soit permis de dire à propos de la Grèce, à tous ceux qui nous écoutent, qui ont voté Front National ou qui sont tentés de voter Front National, mais regardez ce qui se passe avec la Grèce. Quand vous votez pour M. Tsipras, extrême gauche, le lendemain de sa victoire, il propose à des gens d'extrême droite de rentrer dans le gouvernement. Je dis à ceux qui nous écoutent, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est la même chose. Qui s'est réjoui de la victoire du leader Tsipras en Grèce ? Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen. Est-ce que vous croyez qu'ils vont réussir ? Est-ce que vous croyez que l'équipe Tsipras va réussir ? Il n'y a aucune chance qu'ils réussissent. Mais regardez où se trouve la Grèce aujourd'hui, obligée de tendre la main. Parce qu'un Premier ministre qui a fait campagne en disant n'importe quoi conduit son pays au bord de la faillite. Et il faut dire à la Grèce, que j'aime pour tout un tas de raisons, et notamment familiales, vous devrez payer vos dettes, vous devrez rembourser vos dettes. Mais il faut dire à nos partenaires européens aussi que nous devons changer la construction européenne et le fonctionnement des institutions européennes. Vous avez parlé du Front National. Lors du Conseil national de l'UMP qui a précédé l'élection du 12, vous aviez préconisé d'abord un nom définitif au Front National. Est-ce que ça, vous le maintenez ? Mais tout à fait, nous ne voterons jamais pour le Front National. J'ajoute d'ailleurs que Mme Le Pen, en 2012, lorsqu'il s'est agi de choisir entre François Hollande et moi, a été bien heureuse d'expliquer qu'il ne fallait en aucun cas que ce soit Nicolas Sarkozy. Mais qu'est-ce que vous ferez s'il y a des tentations de UMP d'aller vers le Front National ? Toute responsable UMP qui conclura un accord avec le Front National sera immédiatement exclue. Pour gagner, est-ce que l'UMP doit se déplacer tout de suite vers le centre ou vers tous les électeurs, y compris ceux de la droite lointaine ? Ce positionnement géographique ne veut plus rien dire. L'UMP doit être unie, sinon elle est inaudible. L'UMP doit travailler pour trouver les idées de demain qui permettront de préparer l'alternative. Et surtout, nous devons convaincre les Français que la politique, ça peut servir à quelque chose, qu'on n'est pas obligé de renoncer à notre indépendance et à nos convictions, que ça change selon, et que ça, on peut peser sur les événements selon la politique que l'on met en œuvre. Vous illustrez un cas inédit, un ancien président de la République qui s'est fait élire président de son parti, l'UMP. On peut dire que c'est... Qui s'est fait élire. Qui a été élu. Pardon, je ne me suis pas fait élire. Je me suis présenté face à deux personnes de grande qualité, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Je ne me suis pas fait élire. Très bien. Quand l'ex-président... Vous êtes fait nommer. Moi, je me suis fait élire. Quand je fais pas de la politique. Moi, j'ai été élu. Mais moi, j'aurais pu être élu si je m'étais présenté. Je faisais de la politique, peu importe. Mais c'est pas le problème. Si vous voulez nous rejoindre, bienvenue. Non, ça risque pas. Quand l'ex-président. Ah bon, c'est un choix politique que vous exprimez, monsieur. On est hors du système politique et du paysage politique. Quand l'ex-président de la République ou le président de l'UMP que vous êtes va-t-il arrêter ses conférences rémunérées à l'étranger ? Enfin, je vois pas quel est le problème. S'il y a un problème, vous me le dites.
Je veille à ne jamais faire de conférences en France, autre que mon activité politique, et je veille à n'être invité que par des gens qui répondent à des critères, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et pas de problème. Je ne suis pas invité par les dictateurs, je ne conseille aucun gouvernement bizarre. La question, vous continuez. En fonction de mon emploi du temps, qui est malheureusement de plus en plus chargé. Est-ce que, dernière question, vous pouvez envisager en 2016-2017 de ne pas être candidat ? Ah ben ça c'est parfaitement, oui. C'est pas obligatoire. Mais c'est une perspective. Parce que sinon, on se demanderait pourquoi vous êtes revenu. Je suis revenu tout simplement parce que j'ai trouvé que la situation de la France, le Front National, qui était en passe de devenir la première formation politique du pays, mon propre parti politique, qui était divisé, les Français désenchantés, ne croyant plus en rien ni en personne. Alors je pouvais, pour le coup, rester chez moi tranquille et dire « je suis très heureux ». Mais je vous laisse tomber. Mais dans ce cas, franchement, comment ? Si je suis venu, c'est justement pour remettre de l'ordre dans ma famille politique, créer les conditions de l'alternance, préparer un programme pour l'avenir, et j'appelle tous ceux qui ont des idées à venir nous rejoindre pour élaborer ce projet. Et puis on verra bien en 2016, au moment des primaires, lequel d'entre nous sera le mieux placé pour aller au présidentiel. Si c'est pas vous, c'est pas vous, mais si c'est vous, c'est ce que vous cherchez, non ? J'aurais pas pu mieux dire. Merci si Nicolas Sarkozy. C'est pas moi. Alors c'était pas tout à fait la dernière question, car vous allez rester avec nous et vous allez répondre tout à l'heure aux auditeurs d'Europe 1 qui peuvent nous appeler, vous appeler au 3921, réagir sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur notre site europe1.fr. Tout ça, c'est juste après la revue de presse et juste avant Nicolas Canteloup. Vous pourrez aussi rester avec Nicolas Canteloup si ça vous chante. A tout de suite, Nicolas Sarkozy. Surtout. Europe 1.